Bonsoir et bienvenue sur France 3 Lorraine. Aujourd'hui, à quelques jours seulement du premier tour des législatives, France 3 vous donne la parole à vous, Lorrains. Dans ce moment démocratique tourmenté, comment vous sentez-vous? Qu'attendez-vous encore de la politique que voudriez-vous voir changer en priorité? Alors nous sommes partis d'un questionnement a priori assez simple. A-t-on encore un horizon commun? Vit-on côte à côte ou face à face? Alors c'est difficile à dire, mais une impression s'impose. La France ne fait plus corps. Clivage, fracture, partition sont les mots entendus pour qualifier l'état de la nation. Oui, mais pourquoi, au nom de tout ce qui nous sépare, comme disait la chanson, y a-t-il encore l'ombre d'un espoir de se retrouver? Oui, on le souhaite tous. Alors nous allons tenter d'entendre ce qui traverse les villes, les campagnes, les grands ensembles. Pourquoi les utopies, les individualismes et l'avenir font aussi peur aujourd'hui? Ce soir, nous allons nous parler, écouter les colères, tenter d'en comprendre les racines depuis la Plaine des Vosges avec David Bailly, depuis Nancy également avec Anne-Sophie Pierson, et puis depuis les Nations avec Grégory Boileau. Ils sont tous en duplex. Et puis aussi depuis ce plateau avec nos invités et experts. Robin Droulès de la rédaction de France 3 Lorraine, il nous éclairera via son écran et ses chiffres. Et puis nos invités, Elsa Martin, sociologue, Vincent Bertrand, géographe, et enfin François Laval, politologue que vous connaissez bien si vous êtes fidèle de France 3 Lorraine. Bonsoir à tous et un grand merci d'être là. Pour commencer, ne perdons pas de temps, nous prenons tout de suite la clé des champs. La Lorraine est une terre rurale qui a massivement voté pour le Rassemblement national lors de la présidentielle. Un vote bleu marine, oui, mais pour quelles attentes? Pour dire quoi? Nous allons commencer par le comprendre avec David Bailly. David Bailly, vous êtes au cœur de la 4e circonscription des Vosges, un territoire de plaine qui illustre assez parfaitement la colère, les problématiques d'une ruralité en souffrance, David. Oui Aurélie, je suis à Bain-les-Bains, une petite commune de la Plaine des Vosges de 1500 habitants, et je suis à la gare car ici, il y a encore une gare et des trains circulent tous les jours, sauf que cette gare se situe à 5 km du centre-ville et qu'il n'y a pas de navette. Donc ici, pour prendre le train, d'abord, il faut prendre sa voiture. Voici un exemple concret du sentiment d'abandon des populations rurales vosgiennes. Y a-t-il une corrélation avec les résultats des élections présidentielles 2022? En tout cas ici, Marine Le Pen a réalisé 58% au deuxième tour. Vu du ciel, le positionnement de la gare de Bain-les-Bains symbolise à lui tout seul l'éloignement des habitants. Loin des grands axes de communication, loin des métropoles. Ici, dans cette circonscription de 85 000 habitants, l'âge médian de la population est de 47 ans, 6 ans de plus qu'au niveau national. C'est surtout lié à un sentiment d'abandon dans différents domaines, aussi bien au niveau médical, aussi bien au niveau non reconnaissance. L'économie n'est pas très très forte. Il y a l'obligation donc de se déplacer. Ça veut dire que les problèmes liés à la mobilité, le coût des carburants. Le vote pour les extrêmes a été massif, avec Marine Le Pen en tête dans presque tous les villages. Un appel à l'aide pour un territoire qui n'est pas vraiment plus pauvre qu'ailleurs. Le taux de pauvreté est de 14,8%, soit à peine 3/10 de plus qu'au niveau national. Le chômage, lui aussi, se situe dans la moyenne française. Alors avant de retrouver David Bailly depuis les Vosges, une première question, arrêtons-nous sur 2 chiffres. Elle est pour vous, Elsa Martin. La première, vous êtes sociologue. La pauvreté, finalement, pas bien plus qu'au niveau national. Ça va un petit peu à l'encontre d'un préjugé. C'est-à-dire que c'est contrasté comme territoire ? Absolument, on peut dire que les mondes ruraux et l'espace rural accueillent finalement des populations assez contrastées et on peut avoir sur un même territoire des populations avec des revenus, des propriétaires terriens et puis à côté des populations qui connaissent de plus grandes difficultés et qui connaissent la précarité. Un autre chiffre qui était cité dans le reportage précédent, celui de l'âge médian, 6 ans de plus que la moyenne nationale. Où sont les jeunes ? Alors, peut-être des caractéristiques aussi des territoires ruraux, c'est notamment des campagnes en déclin, c'est le départ en fait des plus jeunes et notamment des jeunes diplômés, ce qui amène finalement à un vieillissement des territoires ruraux. Alors ce tableau se retrouve-t-il dans les autres circonscriptions rurales et Lorraine? D'ailleurs, qu'est-ce qui caractérise tout simplement une zone rurale? Premier éclairage ce soir avec vous, Robin Droulès. Qu'est-ce que la ruralité? Et oui Aurélie, pour comprendre la ruralité, déjà il faut la définir. 2 définitions s'offrent à nous. La première, celle de l'Union européenne. Pour l'Union européenne, la ruralité, c'est une prépondérance de l'agriculture, une faible densité de l'habitat, un manque d'emploi et un manque d'infrastructures.
On peut compléter cette définition avec celle de l'INSEE. Toujours une faible densité de l'habitat, mais également, et ce depuis 2020, un éloignement d'un pôle d'emploi, d'un pôle d'attractivité, d'un pôle dynamique. On prend ces deux définitions et on va voir ce qui se passe en Lorraine. Et ici, la densité de l'habitat, elle est différente d'un bout à l'autre. La Moselle, par exemple, plus d'1 million d'habitants. Comparé à la Meuse, seulement 185 000. Il y a un écart 5,5 fois plus d'habitants en Moselle, 5,5 fois plus de densité d'habitants. On regarde également du côté de la part des agriculteurs. En Moselle, 0,8% d'agriculteurs. On continue en Meurthe-et-Moselle, 1%. En les Vosges, 2,2%. Et enfin, en Meuse, 4,7%. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'écart est parlant. Et enfin, du côté de l'éloignement d'un pôle d'attractivité, d'un pôle de dynamisme, on le voit sur cette carte. Plus on va vers le vert foncé, plus on s'éloigne d'un pôle. Et évidemment, plus on va vers le rose, plus on se rapproche d'une zone dynamique. Ici, une notion que vous connaissez peut-être, celle du sillon mosellan, ce fameux sillon qui part de Nancy, il remonte jusqu'à Metz et jusqu'au Luxembourg. Et enfin, en périphérie, des territoires plus ruraux, moins dynamiques, moins attractifs. Alors Vincent Bertrand, pour rebondir sur ce que vient de dire Romain Droulez à l'instant, désormais la zone rurale, elle se caractérise aussi, ou en tout cas elle se définit par l'éloignement de l'emploi. Ça a toujours été le cas, parce que zone rurale, dans les esprits, ça peut parfois aussi dire campagne, non ? Alors aujourd'hui, c'est difficile, oui, pour les habitants de se projeter sur le sens exact de la campagne. Dans l'imaginaire ancien, la campagne était un monde purement agricole. Aujourd'hui, il est devenu de plus en plus résidentiel. Et les nouveaux, les néo-ruraux, les rurbains, les périurbains, il y a différents termes pour les qualifier, ont envahi ou sont allés s'installer à la campagne de façon relativement massive depuis 60 ans. Et au final, ils n'ont pas du tout le même regard sur la campagne que ce que c'était habituellement. Pour eux, ce n'est pas un espace agricole, c'est davantage un espace vert, un espace de liberté, un espace mais ça, de nature. On en reparlera tout à l'heure. Justement, on entend régulièrement, au gré des reportages diffusés sur notre antenne, le sentiment d'isolement, d'abandon des habitants de ces territoires. Mais concrètement, au-delà du sentiment, quelles sont les réalités des habitants des zones rurales ? Eh bien, nous repartons avec David Bailly sur les routes de la 4e circonscription des Vosges. Nous sommes ici devant la maison de santé de Bain-les-Bains, une maison de santé qui accueille une orthophoniste, une infirmière, mais pas de médecin. Depuis 2 ans, il n'y a aucun professionnel de santé qui a voulu s'installer sur cette commune. Alors je vous propose de rentrer à l'intérieur. On va rencontrer Denise dans la salle d'attente et puis Mireille, l'infirmière qui fait ce qu'elle peut depuis 20 ans. Comment vous gérez, vous, sans médecin ? Comment vous faites ? Il faut déjà être malade quand on peut, parce qu'on a un médecin. Moi, j'ai pris un médecin sur Fontenoy-le-Château et c'est un médecin qui a déjà 70 ans et il consulte plus que le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, pour le week-end, il ne faut pas être malade. Hein. Autrement, c'est les urgences à Épinal. Voilà, c'est tout. Hein. C'est un petit peu compliqué, surtout quand on vient déjà âgé. Voilà. Denise, c'est l'exemple type de quelqu'un qui vient vous voir parce qu'il n'y a plus de médecin. Voilà, alors c'est ça, tout à fait. En fait, Denise, elle vient ce matin parce que sur le secteur de Bain-les-Bains, enfin à Bain-les-Bains même, nous n'avons plus de médecins généralistes. Et les 2 médecins qui travaillent actuellement sur le secteur de Fontenoy, donc à 7 km d'ici, sont absents le jeudi. Et votre emploi du temps, alors, il est comment votre emploi du temps ? Alors mon emploi du temps, il est plutôt chargé, on va dire, parce que j'ai quand même toute ma tournée de patients à faire à domicile. Donc, ma tournée, elle commence à 6h30 le matin. Le soir, elle se termine souvent vers 20h30, voire au-delà. Hein. Je fais environ 150 à 200 km par jour. Et donc, j'ai aussi une permanence au cabinet, comme on l'a vu tout de suite, avec des patients qui peuvent se déplacer et qui viennent pour des soins. Nous sommes ici maintenant devant la seule station-service de Bain-les-Bains. Une station-service qui symbolise le tout-voiture dans le monde rural qui existe encore. Rendez-vous compte, dans la 4e circonscription des Vosges, on utilise encore à 84% son véhicule pour se rendre à son travail. Alors depuis quelques mois, la flambée des carburants désespère ces automobilistes. C'est comment le budget essence ? Ça devient très difficile parce que là, moi j'habite à Épinal, donc je fais à peu près 1 heure, 1 heure et demie de route par jour.
Et là, on doit s'arranger pour prendre plusieurs voitures, faire du covoiturage ou je sais pas, parce que ça devient de plus en plus compliqué. On a l'impression d'avoir un salaire qui passe pour la moitié dans le gasoil. Donc, Dans nos territoires ruraux, on est obligé de se déplacer en voiture. J'habite Fontenoy-le-Château, 7 km pour faire des courses ou aller travailler. C'est toujours difficile, quoi. Fabrice, je vais vous poser une question qui est difficile. Comment on fait pour se passer de la voiture quand on habite à la campagne dans les Vosges ? On ne peut pas s'en passer. Il faut calculer tout pour pouvoir... Il le faut, il n'y a rien à faire. On ne peut rien faire sans voiture. Et pourtant, on nous a incité à acheter en campagne, il fallait raviver les campagnes et tout. Et aujourd'hui, on est dans les campagnes, mais il faut bouger. Donc la voiture, on n'a pas le choix. Et le prix ? Il faut en faire avec. On calcule autrement. Vous avez déjà pensé au bus, au train, au vélo, à tous les transports autres, ou c'est juste pour vous pas possible ? C'est pas possible ici. Le vélo aussi, à la rigueur. Mais monter à Épinal tous les jours en vélo, je le faisais, je l'ai fait. Je suis à la retraite maintenant, alors ça va, j'ai le temps, mais autrement, le bus, il n'y a pas ce qu'il faut. Le train, il faut aller le prendre ici à Ballay-les-Bains ou à Certigny quand il s'arrête. Et puis c'est tout. François Laval, on vient de les entendre, il n'y a pas d'autre solution quand on habite en zone rurale. En revanche, quel est le lien entre le vote bleu marine et puis ce sentiment d'abandon dont on voit qu'il n'est pas qu'un sentiment en l'occurrence ? Traditionnellement, politiquement, les campagnes étaient quand même gaullistes, avec des formations de droite qui les représentaient. Et progressivement, ces formations ont reculé et ont été remplacées par le Front National devenu le Rassemblement National, qui avait une thématique très très forte pour combattre les forces de gouvernement sur le sentiment d'abandon, sur le sentiment d'éloignement, sur la question des services publics. Et donc du coup, on le voit bien, depuis 10 ou 15 ans, elle engrange, Marine Le Pen engrange d'élection en élection et joue sur cette thématique. Quitte à devenir majoritaire, on l'a vu sur les présidentielles. Vincent Bertrand, donc vous êtes géographe dans un monde qui va très vite, ultra connecté. Quand on est laissé au bord de la route, quand on en a l'impression ou qu'on l'est véritablement, c'est encore plus douloureux. C'est ça aussi qui fait qu'on entend ce cri des campagnes aujourd'hui, ou c'est autre chose ? C'est un des éléments qui participe, je dirais, à la difficulté à voir ce monde changer, à se dire que quand on est à la campagne, on n'a pas les mêmes chances que les autres. Question d'accessibilité aux services, question d'accessibilité aux outils de communication. Et puis, il y a également un décalage entre les attendus des habitants qui sont partis s'installer à la campagne et puis la réalité qu'ils y découvrent. C'est-à-dire qu'ils sont partis en se disant, voilà, je vais avoir de l'espace, je vais avoir ma propriété, ma voiture, je vais pouvoir réussir ma vie. Et puis une fois qu'ils arrivent sur place, ils découvrent que la campagne n'était pas ce qu'ils attendaient. On va le voir justement, loin des yeux, loin du cœur. Et si à force de s'éloigner, de vivre des réalités différentes, Jean Desvilles et Jean Deschamps ne parvenaient plus à se comprendre, le divorce est-il entamé ? On reprend une dernière fois la route de la 4e circonscription des Vosges avec David Bailly. Et vous allez le voir, j'ai l'impression que le torchon brûle. Impossible, Aurélie, de parler de ruralité sans parler des agriculteurs. Mais là encore, des fractures se sont installées entre les paysans et les néo-ruraux, ces nouveaux habitants venus habiter dans la campagne. Il y a quelques mois, dans l'Oise, un agriculteur a été condamné à verser plus de 100 000 € de dommages et intérêts au voisinage pour nuisances olfactives et nuisances sonores. Nous partons donc chez Julien, qui autour de sa ferme a vu apparaître 140 pavillons. On va dire une fois que toutes les maisons ont été habitées, notre tranquillité d'agriculteur à la campagne a disparu, quoi. Il a bien fallu qu'on fasse avec ces gens-là. Après, ils ne sont pas tous mauvais, mais certains sont quand même venus habiter en campagne sans vouloir aucune contrainte, quoi, de la campagne, quoi. Que ce soit odeur, bruit, les tracteurs, enfin voilà. Un agriculteur, oui, c'est 2 fois par jour, tous les jours. C'est samedi, dimanche quand il fait bon. On n'a pas le même rythme de vie que ces gens-là, quoi. Donc oui, il y a eu de l'opposition au départ. Bon, depuis, ça s'est quand même bien calmé. Mais à certains moments, il a fallu montrer qu'on n'allait pas se laisser faire. Vous avez regardé le procès dans l'Oise où un agriculteur a été condamné à 100 000 €
de dommages et intérêts pour nuisances olfactives, nuisances sonores. Qu'est-ce que vous en pensez finalement ? Premièrement, je plains énormément cet agriculteur puisque de toute façon son permis de construire, il ne l'a pas sorti d'un paquet de bonux. Il a bien fallu que ça soit administrativement accepté. Donc forcément, il était dans son bon droit et je ne comprends pas la justice française là, qui donne raison finalement à des gens qui viennent à la campagne sans vouloir avoir aucune contrainte. Franchement, je ne comprends pas. Je suis écœuré. Est-ce que ça vous touche, ce qu'on va appeler l'agribashing ? Évidemment, je veux dire, en plus personnellement, j'en ai été victime directement sur mes bâtiments il y a 2 ans. Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous touche directement parce que ce métier-là, comme on a toujours dit, c'est un métier qu'on fait avec les tripes, c'est un métier qu'on fait parce qu'on l'aime, c'est un métier souvent en plus qu'on fait de génération en génération. Alors maintenant, une nouvelle génération d'agriculteurs arrive qui ne sont pas forcément issus du milieu agricole, mais il y a un côté terroir, il y a un côté d'attachement à des traditions et se voir aujourd'hui remis en cause sur tout ce que l'on fait aujourd'hui sans avoir la possibilité quelque part de s'expliquer, de montrer les choses telles qu'on les fait, ça fait mal et c'est violent surtout. C'est violent et non justifié. Qu'est-ce qui vous est arrivé sur vos bâtiments ? Je me suis réveillé un matin avec des inscriptions sur mes bâtiments du genre élevage égale meurtre, éleveur assassin. Voilà, ni plus ni moins. Et je me rappelle de ce jour-là, j'avais mon père qui était à côté de moi, qui a 83 ans, qui lui a connu quand même des moments d'histoire largement plus durs que ceux que nous traversons en ce moment chez nous, même si d'autres territoires sont plus impactés par la guerre, mais ils ont connu la guerre, ils ont connu la faim. Leur métier de paysan, ils l'ont fait pour que leurs concitoyens puissent manger à leur faim et avec des denrées qui soient bonnes pour tous. Et aujourd'hui, on se prend comme ça sur des bâtiments, des attaques gratuites. Alors quand ça s'en prend qu'à des bâtiments, mais ça pourrait potentiellement aller plus loin aujourd'hui. On voit qu'on est en train de monter un peu d'un cran dans cette incompréhension. Je suis désolé, un éleveur c'est tout sauf un assassin, quoi. Un paysan c'est quelqu'un qui fait son métier, qui le fait parce qu'il l'aime, parce qu'il a envie d'entretenir le paysage, parce qu'il a aussi... il y a un sens dans ce métier, il y a un sens qui est puissant dans ce métier. Elsa Martin, alors on vient de l'entendre, ils sont assez remontés, ces agriculteurs contre les néo-ruraux. C'est la guerre à la campagne ? Alors, je ne me prononcerai pas sur une guerre à la campagne, mais effectivement, le profil, en tout cas, des habitants des campagnes est hétérogène, en fait, et je crois que le reportage le rappelle. Il faut aussi dire peut-être quelque chose, et on l'a vu avec la définition, c'est que l'activité agricole ne caractérise plus tout à fait ce que c'est la ruralité. Aujourd'hui, les habitants des zones rurales sont avant tout des employés, des ouvriers, et je crois que ça aussi, ça participe à peut-être au sentiment de ces agriculteurs d'être peut-être des incompris de ces espaces. Et dépossédés d'un monde qui leur appartenait auparavant, on peut aller jusque-là ? Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais effectivement, on a eu aussi des transformations dans l'activité même agricole, en fait. La paysannerie qui est ici mentionnée, elle, je crois qu'elle n'existe plus. En tout cas, c'est ce que les travaux des chercheurs ont montré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité agricole, c'est une activité aussi qui s'est rationalisée, qui a une recherche de rendement et qui ne gouverne plus tout à fait les modes de vie non plus de ces agriculteurs, en fait. Et ils ne sont pas si différents sur certains points d'autres habitants, en quelque sorte. Vincent Bertrand, est-ce que c'est des imaginaires qui se heurtent comme ça, qui entrent en collision ? En effet, on a 2 types de populations qui ont des attentes totalement différentes d'un même espace. Donc forcément, l'agriculteur est là pour produire, nourrir, et le rurbain vient à la campagne pour trouver de l'espace, de la verdure, de la tranquillité. Et au final, comme ils n'ont pas les mêmes attentes, eh bien, ça peut être conflictuel. Ça l'est même souvent. Et une des grosses difficultés qu'il y a aussi, c'est que derrière ce mouvement d'étalement urbain, d'installation de citadins à la campagne, il y a des pans entiers de l'économie qui reposent sur cette dynamique. La construction de bâtiments, la construction automobile, parce que quand vous allez habiter à la campagne, il faut une voiture pour aller faire les courses et aller travailler. On l'a vu précédemment aussi. Et quand vous mettez bout à bout tous les secteurs d'activité qui dépendent de cette démarche-là, eh bien, c'est plus de 30 à 40% de l'économie d'un pays développé qui est lié à ce mouvement d'étalement urbain. Et je dirais pour certains d'invasion de la campagne par ces néo-ruraux qui ne sont pas ruraux finalement dans leur état d'esprit puisqu'ils continuent à vivre comme des citadins.
François Laval, on a le sentiment que chacun vit un petit peu dans sa bulle, comme s'il y avait aussi là une expression de l'individualisme qu'on voit dans d'autres secteurs. Est-ce que le vote radical, c'est aussi le vote du chacun pour soi ? Alors, n'exagérons quand même pas. On est quand même pas en situation de guerre civile. On a effectivement... Je ne disais pas ça, hein. C'était volontairement... Oui, mais je veux dire, il y a des territoires, mais souvent on le présente, en fait, c'est toujours comme les populations, c'est assez contrasté. Hein. Ça dépend du niveau de catégorie socio-professionnelle, puisque dans le monde rural, vous avez des CSP+, aussi qui y vivent, hein, qui effectivement s'adaptent très peu au mode de fonctionnement de la commune rurale. Mais c'est vrai que vous avez des partis politiques qui, en fait, ont réussi un petit peu à découper le territoire et expliquer qu'en fait, eux sont les défenseurs du monde rural, des oubliés, donc essentiellement maintenant le Rassemblement national. Et puis, vous avez ceux qui représentent l'électorat urbain. Et on le voit dans les grandes villes avec la percée des écologistes qui remplacent progressivement les socialistes sur l'idée qu'eux, ils sont là pour préserver l'environnement tout en ayant effectivement une mauvaise connaissance un petit peu de la nature et qui en fait entraîne une césure politique finalement au sein de ces territoires. Mais justement, on va parler de tout ça. On vient de l'évoquer. Si les habitants des zones rurales ont parfois le blues, les urbains des centres, eux, se rêvent de plus en plus en vert. C'est ce que vous disiez. La caricature les dépeint avec malice. Hein. Sur un vélo 24 heures sur 24, à 50 toiles emplies de légumes bio sur l'épaule, la morale verte en bandoulière. Alors agaçant pour certains, précurseurs. Pour d'autres, le chanteur Renaud leur a offert une chanson grinçante. Les bobos existent-ils vraiment? Se reconnaissent-ils dans ce portrait? On enfourche la bicyclette direction Nancy où nous attend Anne-Sophie Pierson. Au cœur de la vieille ville, on dit souvent que les centres-villes abritent la France qui va bien et que cela se traduit dans le vote. Est-ce le cas où vous êtes, Anne-Sophie ? Bonjour, eh bien oui Aurélie, je me trouve en plein cœur du centre historique de Nancy. Vous apercevez juste derrière moi la porte de la CRAF. C'est donc un quartier très touristique, très commerçant aussi avec ses cafés, ses restaurants et ses boutiques. Alors ici, il semble faire bon vivre, mais est-ce vraiment le cas? Faut-il y voir un lien avec le résultat de l'élection présidentielle? Au premier tour, ici à Nancy, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec 32% devant Jean-Luc Mélenchon, 29,8%. Ses ruelles pavées, ses terrasses et surtout son emblématique place Stanislas, monument préféré des Français, la ville de Nancy offre une image de carte postale où se mêlent touristes et habitants. Voilà plus de 50 ans que Patrick y vit et pour lui, pas question de changer de décor. J'ai mon bureau de tabac derrière, sur la place je vais boire mon café, j'habite pas trop loin, j'habitais là dans le quartier avant, mais on fait tout dans ce quartier. Et il y a tout dans ce quartier-là, la vieille ville, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que vous vous sentez privilégié? Un petit peu, oui. Je suis niçois, hein, donc j'ai pas envie de retourner à Nice, parce qu'il y a trop de monde, mais là ici, puis il fait bon, quoi. Nancy compte 104 885 000 habitants, dont 18% d'étudiants, 17,3% de retraités, mais surtout près de 30% de professions intermédiaires et de cadres supérieurs. Des retraités et des actifs, tous attirés par les infrastructures, écoles, équipements sportifs et les commerces. Je me sens bien dans le centre-ville. De toute façon, je ne me vois pas aller faire mes courses à l'extérieur. Je trouve ça ridicule. Il y a tout ce qu'il faut en centre-ville. Malgré ce dynamisme, ici, certains habitants rêvent d'un cadre de vie plus vert, comme une envie de campagne accélérée par la crise Covid. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manque pour vous en centre-ville? C'est quoi l'idéal du centre-ville? Un peu plus de verdure, quelque chose de plus sain. Ça, c'est des choses importantes? Ouais, très importantes, justement. Je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de gens s'en vont des centres-villes. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour se rendre compte que les voitures dans le centre-ville, c'est une anomalie totale, quoi. Et puis, nous, on a de la chance, là. Pour votre interview, on est déjà à plus de 10 mètres de la circulation. Mais si on était en bordure de voirie, je serais obligé de hausser le ton. Des situations économiques qui restent toutefois très contrastées. Avec un taux de pauvreté de 21%, vivre et survivre en ville est aussi pour certains un défi quotidien. Alors nous retrouverons Anne-Sophie Pierson dans quelques instants en direct de Nancy. Nous allons parler piétonisation, vélo et aspiration des habitants des villes. Mais avant cela, un petit détour par les chiffres avec Robin Droulez. Alors Robin, les villes sont-elles ces îlots de prospérité qu'on entend décrits à longueur de discours? Oui Aurélie, souvent on entend que les villes concentrent la richesse, aspirent la richesse. Qu'en est-il en Lorraine? Pour cela, on va regarder le revenu mensuel moyen net. À Nancy, il est de 2 200 € par mois, Metz 2 160, Épinal 2 130 et enfin Bar-le-Duc 2029.
Comparé à la moyenne nationale qui est à 2448, on voit bien que les grandes villes de Lorraine sont en dessous. Autre indicateur intéressant, le taux de pauvreté. On considère qu'une personne est pauvre en dessous de 1 102 € net par mois. Et justement, du côté de la Lorraine, 21% de taux de pauvreté à Nancy et à Metz. À Épinal, 24%, à Bar-le-Duc, 19%. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale qui est à 14,6%. Alors justement, dans ce contexte, Robin, quid du vote des villes ? Pour comprendre le vote des villes, il faut regarder le vote plus largement à l'échelle des départements. Et pour ce premier tour de l'élection présidentielle, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête partout. Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, Meuse, avec en deuxième position Emmanuel Macron, en troisième position Jean-Luc Mélenchon. Du côté des villes, tout s'échange. Hop, on voit Emmanuel Macron prendre la première place, suivi de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en troisième place, à l'exception de Bar-le-Duc où Marine Le Pen est arrivée en deuxième position. On voit donc qu'il y a deux types de votes, un vote des villes et un vote du reste des territoires. Elsa Martin, est-ce qu'on est dans le fantasme quand on parle des villes comme repère des gens qui vont bien ? C'est un raccourci qu'on a beaucoup entendu. C'est un raccourci qu'on a beaucoup entendu, d'autant plus sur les centres-villes. On a cette image selon laquelle les centres-villes des villes sont des centres gentrifiés, qui s'embourgeoisent. Et effectivement, en fait, quand on regarde les chiffres, quand on regarde quartier par quartier, on voit que les villes, notamment de moindre importance, de taille moyenne, sont des villes qui accueillent aussi des populations précaires, mélangées en fait à des populations qui disposent de davantage de capitaux économiques. Et c'est ce qui explique l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, bonhomme allant à peu près au même chiffre dans ces villes. Ça peut participer. Alors l'une des questions récurrentes, où qu'on soit d'ailleurs, c'est celle de la mobilité, piétonisation, transport en commun, trottinette ou encore vélo. Les centres-villes seront-ils bientôt totalement sans voiture ? Anne-Sophie Pierson, au cœur de Nancy, cela devient concret, mais est-ce que cela génère aussi des tensions ? Ce que je peux vous dire en tout cas, Aurélie, c'est qu'ici en ville, la question des mobilités est aussi importante qu'à la campagne, même si forcément les enjeux sont bien sûr différents. Ici, tous les habitants, les commerçants que nous avons pu rencontrer nous expliquaient que parmi leurs priorités, il y a bien sûr la circulation, le stationnement, mais aussi la piétonisation. Et justement, la rue où nous nous trouvons en ce moment même, à la Grande Rue, en cœur de Vielville, va devenir piétonne d'ici la fin de l'été. Et c'est un débat qui anime ici commerçants et habitants. Alors à mes côtés, Olivier, vous êtes installé, vous, depuis juillet, ici dans cette grande rue. Bonjour. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui quand on parle de piétonisation ? Ce qui m'inquiète, déjà, le stationnement. En numéro 1, stationnement, savoir s'il va y avoir des aménagements, savoir si ça va changer les choses, savoir si les gens vont venir. Surtout l'hiver prochain, on va pas se mentir, on va pas se cacher. L'accessibilité, pour vous, elle est importante. C'est une question essentielle quand on habite, quand on travaille en ville. Oui, c'est même majeur. L'accessibilité, et aujourd'hui, les accès sont pas forcément une priorité, quoi. Et je reviens encore sur le problème de stationnement, je pense. Pour nous, les livraisons aussi le matin. Enfin, tout ça, c'est pas... j'ai pas les mots. Un cœur de ville, pour vous, idéal, c'est quoi ? C'est plus de concertation ? Oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est important pour vous ? Aujourd'hui, je pense que il faut des aménagements, il faut faire vivre le quartier. Et je pense que moi j'ai un doute là-dessus. Est-ce que vraiment ils vont pouvoir faire vivre ce quartier comme on l'entend, quoi. Alors à nos côtés également Agnès, vous êtes aide à domicile et vous utilisez quotidiennement le vélo pour aller travailler. Aujourd'hui, quelle est la situation à Nancy quand on est cycliste ? Le problème des pistes cyclables, il y en a de temps en temps, mais elles s'arrêtent un peu. Il n'y a plus. Au bout d'un moment, on circule et on se retrouve sur la route. Donc, il n'y a pas de continuité dans la circulation des pistes. Mais bon. Autrement, je pense que ça viendra peut-être un petit peu plus tard, je pense. Aujourd'hui, vous vous êtes mise au vélo, vous me disiez c'était trop compliqué les transports en commun. Oui, on attend trop longtemps, donc à la limite, pour moi, je perds moins de temps en vélo que d'attendre le bus. Merci Agnès, et puis on rejoint Lulu. Vous travaillez ici dans ce quartier. Quand on vous parle de piétonisation, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que pour vous c'est un idéal ou pas du tout ? Je trouve que c'est quand même une bonne idée, puisqu'avec les cafés qui traversent la route, beaucoup de piétons également, moi ça me paraît plutôt une bonne idée. Après, il va falloir mettre plus de parking à vélo, quoi. Aujourd'hui, vous me disiez, il faut une ville plus apaisée, c'est important ? Ouais, un
un peu comme les villes du Nord, un peu comme à Amsterdam où c'est quand même il y a beaucoup de vélos et puis ça marche quand même bien, c'est plutôt agréable. Et puis ça arrêtera peut-être un peu la guéguerre entre les piétons et les vélos. Ça, c'est cool. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir livré votre témoignage. Aurélie, vous l'avez donc entendu, la mobilité elle est ici essentielle au cœur de ville. Oui, aux mobilités douces, mais pas à n'importe quel prix. Et merci beaucoup Anne-Sophie et merci aux gens qui sont intervenus. Vincent Bertrand, la ville de demain, elle va s'écrire comment? Sans voiture, en repli comme le disent certains, plus verte? Plus verte, je le pense. Aujourd'hui, on fait tout dans ce sens pour verdir au maximum. Sans voiture, je dirais, sans la primauté de la voiture, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est omniprésente et elle est première. Demain, on aura des alternatives et il y a de plus en plus d'alternatives. Vous avez un exemple en Espagne qui s'appelle Montevedra, où la municipalité, c'est une ville de 80 000 habitants, et le maire, en 2000, a décidé qu'il n'y aurait plus de voitures au centre-ville. Et progressivement, il a réussi à rendre piéton le centre-ville. Les commerçants ont eu peur, finalement. Aujourd'hui, ils y vont tous. Il n'y a plus une boutique qui soit fermée. Et ils gagnent de l'argent bien plus qu'avant. De la même façon pour les logements. Il n'y a plus de logements vacants. Donc c'est devenu vraiment un lieu recherché, prisé et qui fonctionne bien. Donc il y a des solutions, c'est possible. Et puis en termes d'innovation, il y a aussi d'autres alternatives qui arrivent sur le marché. Alors on ne sait jamais à l'avance si ça fonctionnera ou pas. On a la chance, nous à Nancy, d'avoir Urban Loop, qui est une innovation très originale, parce qu'elle arrive à faire coexister les avantages et inconvénients du transport en commun et du transport individuel. Et ça, c'est une vraie révolution. Tout le monde ne met pas la même chose, en fait, finalement, dans sa ville verte, apaisée. On voit que les attentes sont très différentes. Là encore, on a des imaginaires qui entrent en collision. Comment on fait pour se mettre d'accord? Alors, moi, je n'ai pas le secret ni les solutions pour que ça fonctionne. Après, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, on est sur des formes de gouvernance qui appellent à davantage de participation, à créer des instances pour que les populations puissent aussi donner leur avis pour que, effectivement, les aménagements puissent répondre au maximum aux différentes attentes en fait, qui concernent les habitants. Alors des villes contrastées où les cadres supérieurs élisent domicile à côté de personnes confrontées à la difficulté de la fin du mois. Le pouvoir d'achat est-il aussi un sujet en ville? Anne-Sophie Pierson va tenter de nous esquisser une réponse avec vous, les habitants de ces quartiers en cœur de ville. On regarde. Dans le centre-ville de Nancy, la question de la mobilité, du stationnement, mais aussi de la piétonisation est essentielle, aussi bien pour les habitants que pour les commerçants. Un enjeu, bien sûr, lié à celui du pouvoir d'achat. Alors, est-il aujourd'hui encore facile de faire ses courses en centre-ville? Est-il facile de se lancer et d'ouvrir un commerce? Il y a la baisse du pouvoir d'achat, mais les gens, grâce ou à cause du Covid, n'hésitent plus non plus à se faire plaisir. C'est le ressenti que j'ai avec l'ouverture du magasin. Donc ça joue, mais les gens veulent se faire plaisir, donc n'hésitent pas à venir et acheter au magasin. Alors vous, est-ce que vous faites encore vos courses en centre-ville ou plus du tout aujourd'hui? Ça m'arrive encore de temps en temps, pour certains produits comme le pain et autres. Après, le problème, c'est qu'il y a certains produits qu'on ne trouve pas forcément en ville, plus à la campagne et vice-versa, on pourrait dire ça comme ça. Alors quel genre de produits justement vous allez chercher à la campagne? Il y a une idée de circuit court aussi? Oui, exactement, dans le sens où on préfère directement des fois aller voir le fermier. On sait à qui on donne l'argent justement, on sait d'où la viande provient ou les légumes et autres, et on sait comment ça a été traité. Forcément, avec les histoires de bouche à oreille, on peut savoir aussi la qualité derrière. On a fait le choix de ne pas avoir de voiture, donc on en assume les conséquences entre guillemets, mais effectivement c'est un choix aussi pour le commerce de proximité, pour le petit, pour l'habituer à aller voir les petits commerçants et à travailler sur le local. Vous dites on en assume les conséquences, il y a des contraintes à faire ses courses ici en centre-ville? Alors, on n'a pas accès à tout, les prix ne sont pas les mêmes, on ne va pas se mentir, quand on va chez un primeur, c'est peut-être plus cher qu'en supermarché. Donc, effectivement, ça a des conséquences budgétaires principalement. Et puis après, en termes d'organisation aussi, on fait plusieurs petites courses par semaine plutôt que de faire un gros plein de courses sur 15 jours ou un mois. Et ça pèse, vous venez de le dire, forcément sur la question du pouvoir d'achat? Un petit peu.
un petit peu effectivement, donc on fait des concessions sur les autres choses, mais après on gagne aussi de l'argent sur le fait de ne pas avoir d'assurance de voiture, de pas d'entretien, pas d'essence, et actuellement c'est quand même quelque chose qui est plutôt agréable. Alors, est-ce que vous venez faire vos courses ici en centre-ville et pourquoi ? Oui, je viens en centre-ville parce que j'aime les petits commerces et je regrette parce qu'il y en a de moins en moins. On trouve beaucoup de chaînes, mais on ne trouve plus d'indépendants. Et ça serait bien qu'on redonne l'occasion à des indépendants de s'installer. Pour vous, qu'est-ce qui est avantageux dans les petits commerces ? En tout cas, pourquoi vous vous dirigez vers le petit commerce ? Parce qu'il y a des contacts. On peut discuter, les gens nous connaissent. Je trouve que la relation est beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique. C'est pas plus compliqué, en tout cas pour le budget, de faire ses courses en centre-ville ? Je ne regarde pas. Comme ça, j'aurai pas de soucis. Je regarde pas. Vous comparez jamais les prix ? Non. On le voit, c'est extrêmement contrasté finalement, ces populations. François Laval, pourquoi les villes résistent au vote extrême plus que les zones rurales ? Les villes ont quand même accès à énormément de services publics et de services privés, de commerce de proximité. Donc il y a quand même une qualité de vie quand même qui n'est pas liée à l'environnement. Enfin, l'environnement quand on pense à la nature, mais je dis tous les services. Donc, tout est plus facile. Voilà, et puis vous avez une population qui a des moyens supplémentaires, qui a quand même des salaires plus élevés. On le voit, cette dernière personne qui explique qu'elle ne compare pas les prix parce qu'elle a les moyens. Et on l'a bien vu dans la répartition du vote lors de l'élection présidentielle. Le monde urbain s'est un peu divisé entre le vote pour Emmanuel Macron, des personnes d'un électorat plus âgés, plus installés, et tout l'électorat jeune, l'électorat universitaire, l'électorat des enseignants a voté pour Jean-Luc Mélenchon. On a vu que dans les grandes villes universitaires, Jean-Luc Mélenchon a quand même fait de très très beaux scores. Donc voilà, il y a une certaine qualité de vie, même s'il y a des poches de pauvreté, et je pense qu'on le verra par la suite. Mais... Alors justement, ce soir, à quelques jours du premier tour des législatives, vous l'avez compris, nous vous donnons la parole au cœur des territoires. Après les zones rurales, après le cœur de ville, on met le cap sur les grands ensembles. On les a appelés banlieues, zones prioritaires, zones sensibles, des quartiers aux problématiques diverses qui focalisent parfois l'attention. Enjeux politiques, instrumentalisés aussi parfois. Ce soir, nous partons pour l'un de ces grands ensembles à Vendeuvre-les-Nancy. Grégory Boileau, bonsoir. Vous êtes, vous, au cœur des nations. Oui Aurélie, bienvenue à Vendeuvre-les-Nancy et plus précisément donc dans ce quartier des Nations, un ensemble constitué principalement d'immeubles construits dans les années 60 et qui est classé quartier prioritaire de la politique de la ville. Ici, au premier tour de l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête avec plus de 45% des suffrages. C'est un lieu emblématique de Vendeuvre-les-Nancy, un quartier où se concentrent de nombreuses difficultés. Mais aux Nations, près d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections présidentielles. 45% d'abstention. Et ceux qui ont voté ont placé le leader de la France insoumise largement en tête. Ça traduit un besoin d'espérance. C'est un besoin d'espérance. On a quand même affaire à Vendeuvre, dans ces quartiers, à un fort taux de chômage. Un fort taux de chômage qui n'est pas forcément corrélé avec la reprise économique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un réel besoin d'adaptation des jeunes vers le marché de l'emploi. Un territoire classé quartier prioritaire de la politique de la ville. Celui de Haussonville-les-Nations regroupe près de 16 000 habitants et le taux de pauvreté dépasse les 46%. Il y a un taux de familles monoparentales qui est important, donc c'est quand même aussi beaucoup de mamans qui vivent seules avec leurs enfants, qui sont confrontées quand même à de la précarité économique. C'est aussi un quartier d'habitat social où il y a une succession de populations différentes qui se stratifient les unes derrière les autres au gré des migrations. Un quartier jeune, 48% des habitants ont moins de 30 ans. Une population touchée de plein fouet par un taux de chômage élevé, 15%. On est sur une commune cosmopolite avec plus de 90 nationalités. Les freins périphériques vont être effectivement la problématique linguistique, les problématiques de mobilité. Donc on s'efforce effectivement à mettre en avant des formations pour justement mettre en place des parcours FLE, donc français langue étrangère, pour permettre l'intégration de ces publics-là sur le marché de l'emploi demain. Le quartier des Nations va se métamorphoser dans les prochaines années grâce à un vaste programme de rénovation.
Alors François Laval, il y a eu beaucoup de chiffres dans ce reportage. 45% d'abstention. Voter n'est plus compris, plus utile dans ces quartiers ? On touche là une population qui est éloignée des institutions politiques, qui ne les comprend pas et qui considère que les institutions politiques ne les considèrent pas. On le voit bien, c'est la jeunesse. Et puis c'est cette population, pratiquement 50% de taux de pauvreté. Donc c'est un véritable défi. Pourtant, il y a de fortes politiques publiques d'investissement pour essayer de rénover ces quartiers. Mais il y a le sentiment, en fait, que, un peu comme en zone rurale, c'est une autre population qui se sent un petit peu abandonnée. Alors, comme depuis le début de cette émission, on va repartir vers Robin Droulez avec une question, cette fois encore de définition. Le QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, très honnêtement, de quoi parle-t-on précisément ? Oui, Grégory Boileau en a parlé dans son reportage. Le fameux QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville, QESACO. Ces quartiers prioritaires, ce sont des territoires d'intervention du ministère de la Ville. C'est-à-dire que des listes vont être élaborées, notamment par l'ANCT, l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Ces listes, on va utiliser un critère, le revenu par habitant. Tous les habitants qui ont des revenus inférieurs à 11 250 € net par an. Une fois qu'on a établi ces listes, on va pouvoir ainsi concentrer les moyens vers ces territoires qui sont les plus en difficulté. Et en France, il y en a un très grand nombre, 1514 quartiers considérés comme des QPV dans 859 communes. Et à l'échelle de la Lorraine, on voit qu'il y a 24 QPV en Moselle, 18 en Meurthe-et-Moselle, 6 dans les Vosges et enfin 3 en Meuse. Alors, on le voyait sur l'écran de Robin. À l'instant, on parle de grands ensembles. Pour qualifier ces quartiers, on a tout eu. Quartiers prioritaires, sensibles, ZUP, banlieue. J'ai dû en oublier. Comme s'il y avait une pudeur, en fait, dans le fait de nommer les choses. Ça dit quoi, Vincent Bertrand ? En fait, on hérite d'une période de construction qui date d'après 58, où on a construit rapidement, massivement des grands ensembles avec une idée qui était de loger un grand nombre d'habitants. Suite après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, l'exode rural particulièrement fort, l'immigration qui ont fait qu'il y avait besoin urgent de construire vite et bien. Et on a construit vite, mais pas forcément bien, en ce sens où on a pensé d'abord à loger les gens et à rendre accessible le quartier en voiture, sans penser à tous les autres aspects de la ville. Et dans ces quartiers, quand on étudie, on se rend compte qu'il y a un niveau d'équipement en service, un niveau d'équipement en commerce qui est généralement 2 à 3 fois moins développé que dans un cœur de ville et qui fait que de facto, il y a moins de services pour ces gens-là. Et l'autre aspect aussi, c'est que ces grands ensembles ont été planifiés, pensés dans une logique que je qualifierais d'antiville, qui est de dire on va isoler les gens. C'est une des conséquences aussi de la charte d'Athènes de 1933, où on a créé des espaces fonctionnels avec une seule mission, une seule fonction. Ici résider, là travailler, là faire ses... Il manque de l'âme en fait. Sans âme, et au final, on a oublié l'espace essentiel qui est le milieu urbain, qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu d'échange. Et ces espaces-là sont la place, le marché. Peut-être la MJC. Alors aujourd'hui, on a cherché des alternatives, la MJC ou la cage d'escalier, mais c'est pas satisfaisant. Alors justement, on le voit, on l'entend, ces quartiers subissent beaucoup de préjugés. Quelle est la réalité de la vie des habitants ? Nous partons en direct avec Grégory Boileau. Vous êtes au cœur des Nations à Vendeuvre. Grégory, le quotidien des habitants, il ressemble à quoi ? En tout cas, Aurélie, ce qui est sûr, c'est quel que soit le nom que l'on donne à ces grands ensembles, eh bien, il y a ici évidemment ce sentiment d'être abandonné, cette impression d'être laissé de côté, ressentie par les habitants du quartier. Nous allons évoquer cela ce soir avec notre invité, Monsieur Mohamed Ixi. Bonsoir, vous êtes le président du Conseil citoyen de Vendeuvre-les-Nancy. Alors, c'est une instance de participation citoyenne qui regroupe une vingtaine d'habitants du quartier des Nations Aussonville. Et vous êtes au cœur de ces problèmes, des problèmes ressentis par les habitants du quartier. Vous les voyez vraiment au quotidien, tous ces problèmes, Monsieur Ixi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai accepté vraiment d'être membre de Conseil citoyen, parce que ça fait 30 ans que je suis sur les quartiers prioritaires. Donc c'est là où j'ai créé aussi une association d'éducation populaire pour cette population-là. Quels sont les problèmes vraiment rencontrés par les habitants du quartier des Nations Aussonville ? La première chose, tout ce qui est en rapport avec l'emploi, l'éducation, et aussi, donc, surtout d'avoir aussi le droit de donner leur avis. Et c'est ça qui manque. Voilà. Donc aussi avoir une liberté, de sentir qu'ils sont comme tout le monde.
C'est parce que chaque fois, on toujours stigmatise, on a toujours le préjugé par rapport à eux, alors qu'ils ont des talents, ils ont des capacités, mais jamais on leur donne ce droit-là. Ils sont aussi. invisibles, ils ont ce sentiment-là. Vous avez ce sentiment-là dans le quartier Nation ou Sonville de ne pas être visible? Oui, donc la majorité, parce que donc, ils sont tellement dans l'enfermement, dans l'isolement, qu'ils croient ça va être même comme tout le monde. Même s'ils vont faire un effort, tant qu'ils n'ont pas de réseau, tant qu'ils n'ont pas aussi la capacité ou les possibilités, comme les autres, d'avoir une place et aussi de reconnaissance, ils savent que ils vont encore doubler le travail, ils vont encore montrer qu'ils sont capables, alors qu'ils ont les capacités, ils ont les possibilités. C'est un quartier très jeune aussi, hein. On l'a vu dans le reportage, et il y en a beaucoup qui décrochent malheureusement du parcours scolaire. Oui, parce que donc, les écoles, ils sont où? Ils sont à l'intérieur des quartiers prioritaires. Comment on va aider encore tout ce qu'on vit dans le quartier, on le vit encore dans l'école. Et l'école aussi, même s'il y a les moyens, même si toujours ils sont considérés dans la zone de priorité, mais malgré ça, ils ne voient pas, parce que toujours avec les amis, on a peur de vraiment sentir qu'il est intelligent, etc. C'est comme si pour lui, et c'est la moquerie, c'est l'image. Alors on a un de ces jeunes ce soir avec nous, Fouad, que vous avez beaucoup aidé. Bonsoir Fouad, vous êtes étudiant, vous avez grandi dans ce quartier, vous avez connu des difficultés? Oui. J'ai grandi ici 6 ans dans le quartier qui s'appelle le Vent d'Est. Et malheureusement, j'ai déménagé à partir du 100 car il y a eu beaucoup de délinquance au Vent d'Est. Et maintenant, j'habite autre part que le Vent d'Est. Et au fur et à mesure du temps, il y a eu moins de délinquance. Beaucoup de problèmes de violence et tout, oui. Vous avez ressenti ici, vous avez été confronté à ça. Et vous avez été aidé beaucoup grâce à des associations comme le Conseil citoyen, c'est ça, et aujourd'hui, vous allez sans doute trouver un emploi, vous, Fouad. Oui. Dans quel domaine? En plomberie. Je suis en lycée, je suis en bac pro. Je suis en TISEC, technicien d'installation système énergétique et climatique. J'ai de la plomberie, etc. C'est de la maintenance, etc. Et j'avais fait un CAP, maintenant que je fais un bac pro. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui s'en sortent, on peut le dire, vraiment, monsieur X. Et plus, parce que lui, on l'a eu déjà qu'il était en primaire. Il était vraiment un enfant qui était en difficulté. Un enfant, déjà au niveau, donc. Et vous avez su après l'aider, l'aider, apporter, et être à ses côtés. Parce qu'autour de lui, il y avait encore des jeunes, la délinquance, il y avait beaucoup. Et ça lui a permis, de s'accrocher et de savoir, c'est l'école. La seule solution pour lui, c'était ça passe par l'école et l'éducation. Merci, l'éducation. monsieur Xi. On se retrouve dans quelques minutes, Aurélie, pour faire parler d'autres habitants de ce quartier. Merci beaucoup, Grégory Boileau. Elsa Martin, une petite question. On entendait isolement, abandon, problème d'emploi, problème d'école. J'ai déjà entendu ça tout à l'heure sur les zones rurales. C'est étrange. Oui, on pourrait rajouter sur les quartiers prioritaires souvent cette représentation du ghetto qui a largement fait débat, mais peut-être au regard de ces termes, amener là aussi encore un peu de subtilité. Pourquoi ? Parce que malgré tout, en fait, dans ces quartiers, on observe des trajectoires résidentielles ascendantes, donc on observe de la mobilité résidentielle. Des gens qui viennent, qui en partent, qui s'en servent comme un tremplin, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument. On a des trajectoires résidentielles mouvantes, en fait un turnover. Et donc c'est vrai que quand on regarde les statistiques, on a on a l'impression que ça bouge pas, mais pourtant à l'intérieur, les ménages peuvent en partir. Et voilà, cette notion qui est souvent aussi associée à ces quartiers doit peut-être être discutée. Grégory Boileau, on va vous retrouver tout de suite en direct avec de nouveaux invités. Vous êtes toujours en direct des Nations à Vendeuvre-les-Nancy. La précarité, les difficultés économiques, c'est vraiment l'enjeu de ces quartiers. Oui, totalement, Aurélie. Précarité, pauvreté et emploi, évidemment, un taux de chômage qui explose. On l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Plus de 15% ici dans ce quartier prioritaire de la politique de la ville des Nations, Haussonville. Des demandeurs d'emploi très nombreux. Et nous avons ce soir avec nous Soumera Colli. Bonsoir, madame. Vous êtes sans emploi depuis 3 ans. Racontez-nous votre parcours, Soumera. Mon parcours, c'est que j'ai été caissière. Après, j'ai travaillé dans le ménage. Et je suis sortie d'une formation à l'AFPA de l'Axou, sans diplôme, sans licence. Et je me retrouve depuis 2019 sans emploi. Sans emploi. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de difficultés. Vous venez de ce quartier prioritaire des Nations Haussonville. Vous pensez que ça vous porte préjudice de venir ici? C'est un quartier difficile, très difficile. Pour s'en sortir, il faut des gens autour de vous. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. Des gens bien.
Il y a beaucoup d'associations qui sont là et qui vous aident, pourtant, dans ce quartier. J'ai eu Malgré la tout, ça reste chance de compliqué. rencontrer Mohamed Dixi sur mon chemin. J'ai eu la chance de rencontrer Mohamed Dixi sur mon chemin, heureusement. Comment vous voyez votre avenir, vous, Soumaira? Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Beaucoup d'incertitudes. Merci Soumaira. Monsieur Ixi, voilà, c'est des profils comme celui de Soumaira. Il y en a beaucoup ici, des femmes qui vivent seules, qui évidemment ont du mal de Surtout, trouver des c'est emplois. ça que j'ai dit, donc c'est ça le rôle de concitoyen par rapport à l'emploi. C'est là où on se rend compte, les gens même qu'ils ont maintenant leur diplôme, qu'ils ont, voilà, donc ça y est, ils ont trouvé, ils se disent, voilà, l'étape la plus dure, c'est fini. Et là, maintenant où ils commencent, voilà, chercher du travail. Par exemple, son cas, comment ça se passe? Donc, quand il a été, il voulait au départ donc un boulot au niveau administratif. Qu'est-ce qu'on lui a proposé? Puisqu'il savait qu'il venait des quartiers prioritaires, caissière au ménage. Voilà l'image qu'on lui donne. Par rapport à son nom, par rapport à son origine, par rapport à son quartier, qu'on lui propose des formations, alors qu'il voulait au départ administratif. Il est resté seulement quelques semaines, et il a vu, c'est pas mon métier. Et voilà, donc c'est ça. Donc il perd même la confiance en elle, il perd la confiance avec aussi des personnes qui sont en face. Donc il n'a plus envie d'aller même demander un Pôle emploi, il n'a plus envie d'aller demander à ces services-là parce qu'ils vont encore lui imposer des métiers qui ne correspondent pas à son choix, alors qu'il a proposé. Mais on le propose, voilà, c'est comme ça. Les métiers qui ne correspondent pas. Il y a beaucoup de pauvreté ici, on le voit, un taux de pauvreté de 50%. Vous la voyez, vous, cette misère, cette précarité au quotidien? Oui, et le projet qu'on a fait sur les discriminations, c'est la première chose, les questionnaires qu'on a distribués à tous les habitants cartes prioritaires, c'était la première chose, c'est l'emploi. L'emploi avant l'origine. Voilà, ça montre. Voilà, alors que d'habitude, on dit l'origine, voilà, au niveau de discrimination. Maintenant, c'est l'emploi. Parce qu'ils veulent s'en sortir. C'est pas une population, parce qu'ils croient que c'est une population qui est toujours indépendante, c'est une population qui a envie d'aller plus loin. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir participé à cette émission et d'avoir évoqué les témoignages des habitants qui vivent ici dans ce quartier des Nations, Haussonville, Aurélie. Merci beaucoup Grégory Boileau et merci également effectivement à vos invités. Les difficultés, on l'a vu, ne manquent pas dans ces quartiers, familles monoparentales, c'était l'exemple de Soumaira. On a l'impression d'avoir vécu des dizaines de politiques de la ville, vous en parliez François Laval tout à l'heure, qui visaient à améliorer la situation des habitants. Pourquoi on a aussi l'impression que ça ne marche pas, Vincent Bertrand? En fait, on a concentré dans ces milieux des populations d'origines diverses qui avaient un besoin fort d'intégration. Et pour l'intégration, on a besoin de l'éducation, de l'accession à la propriété, de l'emploi. Et ces trois domaines-là sont très certainement ceux qui ne sont pas suffisamment développés dans ces secteurs et ces quartiers. Et puis on a également besoin d'un lieu de rencontre où on se mélange, d'une mixité. Et ces lieux-là, au contraire, font preuve d'un manque de mixité sociale évident. Et ce sont autant de freins à l'intégration pour ces différentes populations. On voit de plus en plus ces immeubles qui s'effondrent, qui sont dynamités. On dit, voilà, on casse ces grands ensembles, on va refaire des petites zones pavillonnaires. Et tout va aller mieux, comme si on enlevait les problèmes en enlevant ces habitats. Oui, je vous vois réagir. Elsa Martin, c'est une fable ? C'est en fait toute la problématique de la politique de la ville qui a essayé d'agir sur le bâti et sur le social, en pensant qu'agir sur le bâti, ça agirait aussi sur le social, mais évidemment, c'est pas suffisant. Et les problématiques d'emploi qui se posent, en fait, supposent qu'il y ait une politique plus ambitieuse peut-être d'emploi et pas nécessairement une politique qui cible des quartiers en particulier, parce qu'un des effets paradoxaux de cette politique de la ville, c'est en définitive aussi stigmatiser encore un peu plus ces quartiers d'habitat. On a parlé des zones rurales, de la ville, de ces quartiers sensibles, avec l'impression en fait de gens qui vivent côte à côte ou face à face. Alors on n'a pas répondu à la question, mais en tout cas avec beaucoup de préjugés les uns sur les autres. François Laval, est-ce que ça se retrouve aussi dans le vote, cette impression d'archipélisation, pour reprendre un terme de Jérôme Fourquet? Est-ce que la France est comme ça aujourd'hui à vivre sur sa petite île en fonction de son quartier, de ses difficultés? En tout cas, politiquement, il y en a certains qui ont intérêt à travailler, à exploiter en fait, cette représentation d'une France fracturée que l'on ne pourrait plus réunir avec des électorats typiques. Et c'est vrai que c'est très très compliqué pour les nouvelles formations politiques de briser en fait ce schéma politique. Parce que imaginez, par exemple, vous voyez par exemple pour la France insoumise, très très difficile d'aller dans le monde rural qui est devenu le terrain de prédilection du Rassemblement national. Et idem en fait pour les candidats, on le voit du Parti socialiste, on voit un peu qu'il y a une crise des partis politiques traditionnels qui ont eu du mal à s'adapter à cette évolution et à cette archipélisation.
On parlait de France irréconciliable. Vous, avec votre science, votre expertise, allez Vincent Bertrand, on commence par vous. La France, elle est irréconciliable ou au contraire, on pourrait porter un projet commun? Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Personnellement, moi j'ai de l'espoir et je suis conscient qu'il y a possibilité d'avoir un projet commun. Ça, c'est essentiel pour faire société, parce que sinon on ne peut pas vivre ensemble. Ça tient à quoi? Ce qu'il y a, c'est que ça me fait penser aux travaux de David Jaïs, qui enseigne à Sciences Po Paris, et qui a fait un ouvrage l'an passé où il explique très bien la différence qu'il y a entre les autochtones et les autonomes. Le groupe d'autochtones sont des habitants qui ont un travail et une maison et une activité donc qui les lie à leur territoire et qui leur empêche de voyager aisément. Ils ont souvent un bagage de formation qui est un peu moins élevé que les autonomes qui, eux, ont beaucoup plus de liberté, de souplesse, peuvent choisir leur lieu de vie beaucoup plus aisément. Voyagent à l'international facilement, vont sur Internet quotidiennement. Ils peuvent cohabiter? Et le problème, c'est qu'ils ont deux projets radicalement différents. De société? Oui, deux projets de société différents. C'est-à-dire que l'autochtone est conditionné par les contraintes techniques de son travail et du territoire, quand l'autonome a une liberté qui l'ouvre à l'international plus aisément. Et ça se retrouve de facto dans l'expression politique, dans le projet de société. Et la difficulté, c'est comment on fait pour faire coexister ces deux ambitions, ces deux projets-là. Et contradictoires. Oui. Elsa Martin, un peu plus d'espoir? Oui, mais ça me fait penser à tout là, le propos d'une absence de mixité sociale. Alors cette mixité sociale, malgré tout, elle existe en fait. On cohabite déjà, il faut peut-être l'alimenter davantage. Et je voudrais juste rappeler que la ségrégation, elle touche avant tout les plus riches en fait. Les élites qui, eux, maintiennent finalement un écart avec le reste de la population et qui parviennent en fait à se tenir à distance des autres groupes sociaux. Donc je crois qu'il faut aussi... C'est elle qui le veut. Elle n'est pas touchée dans le sens négatif des choses. Tout à fait, mais je crois que voilà, il faut alimenter peut-être aussi le déjà là de cette mixité sociale et essayer de la valoriser dans ces espaces diversifiés que sont les territoires que l'on a vus. Politiquement, la démocratie survivra si on a au moins un horizon commun, à défaut de projet commun, puisqu'on peut avoir des projets contradictoires, mais continuer à réussir à en parler. Oui, puis effectivement, on parlait de mixité. Moi, je représente une institution, Sciences Po, qui a décidé de se révolutionner. C'était la grande école parisienne du 16e arrondissement, enfin 7e, 8e arrondissement. Et depuis 20 ans, elle s'est beaucoup ouverte. Il y a eu une ouverture territoriale, sociale, internationale. Et on voit très bien ce que ça donne au final. Il faudrait arriver à ce que l'ensemble des institutions puissent suivre ce même exemple. Le modèle Sciences Po. C'est qu'en fait, ça part en fait de l'école, de la formation, et puis après, il ne faut pas se mentir, il faut que l'activité économique suive. C'est-à-dire que si vous êtes dans des taux de pauvreté aussi importants, ça va être difficile d'assurer donc une cohésion de la société française. Un horizon commun est donc possible. Un grand merci à vous de nous avoir apporté votre expertise ce soir sur le plateau. Un grand merci également à toutes les équipes qui ont travaillé derrière la caméra, à nos 3 envoyés spéciaux. Merci à tous. Très belle soirée à vous.